Les Gaulois sont une fiction, c'est une fable, une histoire qu'on raconte aux enfants. Quand nous disons les Gaulois, nous parlons en fait de centaines de tribus distinctes qui vont de plusieurs milliers d'habitants à plusieurs dizaines. Oui, la Gaule, c'est un nom donné par les Romains, quoi. C'est un territoire. Dizaines de milliers. Ce sont des Ambibaris, des Ambivarettes, des Arvernes, des Boïens, des Carnutes, des Éduins, des Helvètes, des Lémovis, des Morins, des Nerviens, des Parisis, des Sénons, des Séquanes, des Vélaves. Ces hommes... Beaucoup de gens qui se tapaient dessus, globalement, quoi. Bon, des fois, ils s'entraidaient, mais c'est vrai qu'ils se tapaient dessus souvent, quoi. N'étaient pas plus des Gaulois que les Indiens découverts par Christophe Colomb n'étaient des Indiens. Ils étaient des indigènes, les Indiens de Rome. Le roman national ment. Le roman national est romain. C'est Rome qui a inventé la fiction gauloise. Plus précisément, c'est Jules César. Rendons à César ce qui est à César, qui en vue de la conquête et de la colonisation de terres et de populations, le modèle incontesté des grands hommes de l'histoire de l'humanité, est un homme sans humanité. Il n'a aucun plaisir à faire souffrir les autres, mais il ira aussi loin qu'il lui est nécessaire d'aller, si c'est dans son intérêt. Jules César n'est pas une ordure, c'est un robot. Robot ? Si ce robot est le héros incontestable de tous les hommes de pouvoir et fait l'admiration de tous les adorateurs de la force, c'est aussi l'archétype de tous nos ennemis, le modèle de toutes nos cibles. Depuis plus de 2 millénaires, César est notre némésis. Il ne nous a pas créés, on existait déjà. Mais il nous a encerclés, conquis, soumis, administrés. Il a inventé notre identité dans le style romain. Il nous a placés dans une prison à l'image de sa psyché. Depuis, Rome a pris de nombreuses formes, plus complexes et plus... Petit trèfle au truc de Bentham, là ? Ah, je sais plus. Il y a une petite trèfle panoptique, non ? ...insidieuse. À mesure que l'histoire avance... Est-ce que César nous observe depuis la tour et le biopouvoir nous affecte, oui ? ...et que nous en détruisions les formes passées, mais elle n'a jamais été vaincue. L'Empire n'a jamais pris fin. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin. Ce nouveau programme pour Blast sera comme un voyage dans le temps. Oh, let's go. Nous pouvons retourner en arrière, mais nous ne pouvons pas modifier le passé. C'est ambitieux, hein, bordel. Hein. Son format, il est ambitieux. Hein. Waouh. C'est la règle de tous les voyages dans le temps. Il faut éviter le paradoxe temporel. Cependant, nous pouvons changer notre regard sur celui-ci. Et en changeant notre regard sur celui-ci, nous pouvons peut-être changer le visage de notre présent. Mon nom est Paco Mtielman. Je ne suis pas historien, je suis un exégète. Et j'aimerais aujourd'hui faire l'exégèse de l'histoire de notre vie sur ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France. Mais ce serait une autre histoire. Une histoire de notre lutte, extérieure et intérieure, contre toutes les formes de pouvoir politique et religieux. Une histoire de la reconnaissance au droit de disposer de nous-mêmes et au devoir de ne pas disposer des autres. Une histoire de nos tentatives d'émancipation, de nos combats, de nos échecs et de nos victoires. Comment nous avons vécu, comment nous sommes morts, comment nous sommes revenus, comment nous avons dû continuer à nous battre. Bienvenue dans une histoire alternative de la France, une histoire de France dont vous êtes le héros. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin, épisode 1, Jules César. Mais oui. César IV, né à Rome le 12 juillet 100 avant Jésus-Christ. Il meurt le 15 mars 44. Il vient d'une... Il a vécu combien de temps ? Le 12 juillet 100. Le 100 avant Jésus-Christ ? Avant Jésus-Christ. Il meurt le 15 mars 44. Il a vécu 66 ans. Ouais, ça va. 44. Il vient d'une famille patricienne, la noblesse romaine. Son père, Caius Julius César III, est sénateur et proconsul d'Asie. En vrai, pour un Romain, 68 ans, c'est cool. Hein. 56 ? Ah, pardon. Ouais, moi, les maths. C'est ouais. Sa mère, Aurelia Cotta, est sœur de 3 consuls. César est un surnom, le surnom de sa famille. Il signifie « celui qui taille ». Ce sont des gens qui se sont distingués à la guerre avec leur épée. Mais les Césars seront aussi des tailleurs de population ou de peuple, pour qui ceux-ci sont toujours un peu trop hirsutes, un peu trop libres. Jules est son nom de famille. Les Jules remontent aux temps les plus anciens de l'histoire de Rome. César dit avoir pour ancêtre Iule, le fils d'aîné de Créus. Le poète latin Virgile, qui avait 15 ans à la mort de César, rappelle et même cautionne cette origine mythique réservée au pape. Le grand homme de cette époque est Pompée, qui a battu le roi Mithridates VI Eupator en Orient. Cette campagne a permis à Rome de s'étendre en Bithynie, au Pont et en Syrie. Pompée revient couvert de gloire. Mais il demande des terres pour ses anciens soldats, ce que le Sénat lui refuse. Ah, ça me fait penser, c'est quel président déjà ? Il a voulu être César, il a fini Pompée. Toujours très malin, Toujours pensé à ça. César décide d'exploiter la déception du grand homme. Avec Crassus le riche,
Pompée Lastare et César le Malin vont former le premier triumvirat, un accord secret qui scelle une alliance entre les trois hommes. César renforce cette alliance en mariant sa fille Julia à Pompée, avec l'appui de Pompée et de Crassus. César... Putain, l'après-shampoing, c'était une dinguerie. En mariant sa fille Julia à Pompée. Après-shampoing de fou, les Romains. Avec l'appui de Pompée et de Crassus, César obtient le proconsulat sur les provinces de Gaule cisalpine et d'Illyrie pour une durée de 5 ans. Pour l'instant, le scénario, c'est vraiment Game of Thrones. Moi, je connais pas bien la vie de César. Ouais, c'est... En fait, il a commencé vraiment par une strat Game of Thrones de fou, quoi. Je marie un tel à machin, je prends l'argent de un truc, je fais des orgies étranges. C'est pas clair, je comprends rien. Bah, en gros, c'est comme quand un journaliste, il veut un poste dans un beau journal parisien. Il fait à peu près la même chose. C'est là que César va devenir César. Son ambition est bien d'obtenir le pouvoir à Rome et de trahir en temps opportun ses deux complices pour être seul maître à bord. Mais pour cela, il doit faire 2 choses. Devenir riche et revenir couronné de gloire. Oui. Il doit obtenir une gloire militaire pour faire contrepoids aux victoires de Pompée en Orient. Et il est très endetté après avoir fait couler de l'argent à flot pour organiser ses réceptions et ses combats de gladiateurs. Et oui, un des terrains qui a fait aussi que il y a une vraie mécompréhension entre les Gaulois. Bon, je vais dire les Gaulois, mais c'était surtout les Celtes, les Gaulois, et les Arvernes et compagnie, enfin les Alouins, beaucoup de peuples différents. Mais c'est surtout que le capitalisme romain, même si on n'appelle pas vraiment ça du capitalisme, mais la capitalisation chez les Romains, c'est quelque chose de très fort. Alors que chez les peuples celtiques et compagnie, et les autres qui ressemblaient, c'était pas le cas. En fait, par exemple, les Gaulois, disons Gaulois, se battaient souvent avec des armures en or, mais en fait, les armures en or ne leur appartenaient pas vraiment. C'était plutôt... En fait, c'est des armures qui étaient dans des sanctuaires, et pour aller faire la guerre, ils venaient les chercher, ils s'habillaient, ils partaient faire la guerre, et ensuite, ceux qui sont morts, ils redéposaient les trucs, et parfois, eux, ils gardaient des trucs pour eux. Mais généralement, rien ne leur appartenait. Il n'y avait même pas d'héritage tant que ça. Et quand un chef militaire gagnait une bataille, un chef militaire ou juste des guerriers, quoi, des guerriers gaulois, ils distribuaient. Il y avait un truc de distribution des gains, et il n'y avait pas aussi ce truc de conquête territoriale. Genre, les Gaulois n'ont jamais spécifiquement cherché à s'emparer d'un territoire. Ils préféraient venir, prendre l'or et partir. L'or les intéressait beaucoup parce que oui, ça avait une valeur, mais une valeur guerrière. La plus grande notion de richesse, c'est la renommée. C'est ça qui est hyper important pour les Gaulois. La renommée, parce que c'est ce qui donne accès ensuite à tout le reste. C'est, je veux dire, le concubinage, là où tu habites, est-ce qu'il y a des gens qui vont te servir et tout ça. Donc généralement, les guerriers cherchaient à être glorieux, à être glorifiés au retour pour leurs exploits. Et pas plus que ça. Et après, il y avait aussi autre chose, c'est qu'il y a une forme de croyance en la réincarnation chez les Gaulois. César parlera de l'invasion de la Gaule comme d'une action préventive. Et tout le monde est à peu près d'accord que cette guerre n'a été menée que pour booster sa carrière politique et rembourser ses dettes colossales. Ouais, mais justement, de par ce que j'ai expliqué, je trouve que ce qui manque à l'analyse, c'est justement de parler de cette invasion de Rome, de la cité. Je veux dire, l'argument de guerre préventive, il est pas faux. Après que par intérêt personnel, Jules César l'ait fait pour sa carrière, bien sûr. Mais dans l'imaginaire commun, ça faisait sens aussi pour... Gaulois n'ont pas écrit leur propre histoire. Ce sont les autres qui ont écrit leur histoire. L'apparence générale est celle d'une société anarchique et confuse. Toutes les familles sont divisées en partis rivaux, écrit César. Ces tribus sont malgré tout fédérées entre elles, mais fédérées sans passer par une autorité unique ou centralisatrice. Elles n'ont pas d'unité politique. L'unité politique, l'invention de l'État, est un cauchemar qui vient de Rome. Les soi-disant Gaulois ne cherchent ni centralisation. Ah, c'est intéressant, du coup, il commence par cet épisode-là pour parler aussi de l'invention de l'État, finalement. Parce que sa continuité, ça va être aussi de faire une analyse de l'État. Le roman national, il est toujours lié à l'État, quoi. Ni création de capital, ni de chef-lieu. Ce sont des semi-sédentaires, semi-nomades. Ils bougent, s'implantent ici ou là, se déplacent selon les aléas de protection des peuples. La guerre des Gaules n'a jamais pris fin.
À Rome, les sénateurs sont à juste titre scandalisés. Arioviste était officiellement l'ami du peuple romain. Il y avait donc une sorte de pacte de non-agression mutuelle que l'on devait respecter. Caton pense que c'est une trahison de la parole romaine et qu'il faut livrer César aux Germains. Cela n'aura évidemment pas lieu. Caton est agressé en plein forum. Pompée et Crassus remportent les nouvelles élections. Ah oui, c'est vraiment... je faisais une blague tout à l'heure en mode... c'est un peu du MMA, le Sénat, mais non, en fait, c'est vraiment du MMA, quoi. César obtient un second mandat proconsulaire. Ça roule. Depuis que César a commencé à annexer de nouveaux territoires gaulois, les tribus locales qui ont compris à qui elles avaient affaire cherchent des alliances avec les... autour de César. César, normalement, il est un peu fair-play. Puis tu regardes son propre texte, la guerre des Gaules, et tu commences à voir l'étendue des massacres qu'il a fait, quoi. Les exterminations qu'il s'est autorisées. Tout ça, en fait, simplement pour être le chef. Tant que ça ne remet pas en cause Rome, fondamentalement, ça reste moral. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que là, on a une histoire de l'insensibilité humaine, qui s'écrit devant tes yeux. Toutes ces putains d'institutions de merde, mais qu'on a entièrement repris de Rome. Comme si ça devait jamais s'arrêter. Et d'une certaine façon, ça s'arrête jamais. À la fin de cette opération, toute la Gaule belge est sous contrôle. César, écrit César, voit la Gaule tranquille. Oui, un pays qui se tient sage. Ça tombe bien, César doit retourner à Rome dès l'hiver. La mort de Crassus et celle de Julia, sa fille et épouse de Pompée, sont en train de défaire le triumvirat, les troubles à Rome entre ses partisans et ceux de Pompée, alors que surgit le Cavanat de l'époque, Vercingétorix, un jeune homme d'une trentaine d'années. Ah, voilà, il est là. Le Cavanat. Né en Auvergne, à Gergovie, près de l'actuel Clermont-Ferrand. Le blouson noir des années 70. C'est sur Vercingétorix que César va s'arrêter le plus longuement dans la guerre des Gaules. Il en fait sa némésis, son joker, son arc ennemi. On s'est longtemps demandé si Vercingétorix était un nom de personne, ou voulait dire le chef ou le roi des guerriers. Oui, ça tombe, en fait... Ça, c'est un truc dont j'ai pas conscience, mais si ça tombe, c'est juste... César, il est arrivé, il a défoncé tout le monde, il a dit qu'il était clément avec les quelques-uns qui étaient en mode non, mais j'ai pas envie de me battre avec toi. Et à la fin, il y a Vercingétorix, et il est en mode bon, oui, go faire un exemple, go, j'ai besoin d'un grand méchant dans mon bouquin, je vais prendre Vercingétorix. Si ça tombe, c'était pas une bataille si significative que ça. Bon, après, il y a eu un siège, ça a été quand même quelque chose, quoi. Mais peut-être que, à la différence de tout le reste, c'était pas non plus le truc le plus impressionnant, quoi. J'imagine, en fait, en termes de proportion. Mais peut-être qu'il s'est dit, il me fallait un grand méchant, donc je vais raconter une belle histoire sur lui. Bon, beaucoup de choses horribles, hein, sur Vercingétorix aussi, mais... Le chef d'un des principaux clans arvernes, mis à mort pour avoir tenté de rétablir la royauté à son profit. Sur les pièces frappées en Gaule, on ne voit pas sa longue moustache, qui est peut-être une invention du 19e siècle, mais il a des cheveux bouclés. Oui, ça tombe, oui, c'est vrai que c'est peut-être une invention, oui. Peut-être qu'ils n'étaient pas... Oui. En même temps, j'ai envie de les voir. Moi, je les aime bien, barbus, avec leur rouflaquette, les Gaulois. C'est vrai qu'ils sont stylés comme ça, un peu. Cette image n'est pas plutôt celle d'une divinité gauloise. On ne saura jamais. Les historiens modernes aiment bien se dire que Vercingétorix avait été précédemment un ami de César, aurait servi dans une armée romaine. De cela, nous n'avons strictement aucune preuve. Pas le début d'un indice. Tout ce que César nous dit de lui, c'est qu'il n'a pas de peine à enflammer les esprits. Et c'est en 53, pendant la fin du triumvirat à Rome, que Vercingétorix s'impose parmi les Gaulois par ses talents d'orateur. Chassé de Gergovie, désavoué par sa propre tribu, les Arvernes, il rassemble une regardez, c'est que des bons wampans. Armée de gueux, des miséreux, dit César avec mépris, qui le proclament roi. Il commence alors une série d'attaques d'une grande rapidité. Vraie ou fausse, exagérée ou pas, l'image que César donne de Vercingétorix est celle d'un révolutionnaire, d'un séditieux. En tant que performance d'acteur, quand même, on peut noter l'attaque des Gaulois et ce gars qui est en mode « Mon compagnon vient de mourir à côté, je me retourne ». Pour les caméras. Je reste très stoïque. Actuellement, nous sommes attaqués. Il y a des archers qui me tirent dessus, mais je dois me retourner doucement. La Gaule.
Vercingétorix est un très bon tacticien. Il organise la résistance sous forme de guerre de harcèlement et fédère un grand nombre de tribus. Sénon, Parisie, Picton, Turonne et autres Nitiovroges se joignent à Vercingétorix. Face à la menace qu'il représente, l'armée de César se remet en marche et décime tout sur son passage. C'est vrai, en fait, je me demande, on les a toujours représentés comme des Playmobil comme ça. Mais d'où ça vient, ça? Est-ce que c'est vraiment un truc archéologique ou c'est devenu une norme cinématographique? C'est une question que je me pose sur les Romains. César s'empare de la ville. Parce que j'imagine que oui, il y a eu une époque où ils ont eu peut-être des uniformes, mais c'était peut-être le cas pour certaines unités spécifiques. Et globalement, ceux qui étaient des vétérans de guerre, bah, c'était aussi des looters, quoi. Ils avaient des équipements, bon bref. Des Sénons, en 3 jours, prend les Carnutes par surprise et massacre tous ceux qui tentaient de fuir. Face à ces revers, Vercingétorix adopte la tactique de la terre brûlée. C'est-à-dire que les Gaulois détruisent d'eux-mêmes toutes les villes qui doivent fuir pour empêcher les Romains de s'y arrêter ensuite afin d'y bivouaquer ou de s'y ravitailler. Mais devant les larmes de ses habitants, Vercingétorix décide d'épargner Avaricum. Là, c'est pas une ville, c'est un buisson. La plus belle ville de la région, aujourd'hui Bourges. Et c'est celle-là dont César s'emparera pour montrer aux Gaulois de quel métal il est fait. Conjuge sur pièce. Nos fantassins les massacrèrent, écrit César. Ils n'épargnèrent ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. Bref, d'un ensemble d'environ 40 000 hommes, à peine 800 qui s'enfuirent hors de la ville au premier cri, arrivèrent sains et saufs auprès de Vercingétorix. Putain, il en est fier, hein. Voilà donc l'homme Clément. À ce stade, pour le marquer, vu qu'il a envie d'être un personnage vu comme Clément, là, il en est fier. Hein. Aliénés. César vient de défaire la cavalerie de Vercingétorix. Face à cette perte, Vercingétorix lève le camp et se replie sur la ville d'Alésia. Aïe, 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 il va se faire assiéger, c'est la sauce. Où est Alésia? A priori, c'est aujourd'hui à Alys-Sainte-Reine, en Bourgogne. Les descriptions du site et celles des déplacements dans la guerre des Gaules correspondent assez bien. Et oui, et ce que je vous disais, c'est que s'il y a beaucoup de débats sur Alésia et compagnie, je revenais au fait de beaucoup de bois. Beaucoup de bois dans les architectures et dans les installations gauloises, donc bah oui, c'est un peu compliqué quand le bois ça pourrit et compagnie. Les fouilles archéologiques vont dans le même sens. César fait alors le siège d'Alys-Sainte-Reine. Il encercle la ville, construit une double fortification empêchant les Gaulois de sortir, et il les affame. Au bout de 40 jours de siège, le 27 septembre encore, l'invasion des tribus de la région gauloise est une des plus grandes victoires de Rome. En moins de 10 ans qu'a duré sa guerre dans les Gaules, écrit Plutarque, César a pris d'assaut plus de 800 villes. Il a soumis 300 nations différentes et combattu en plusieurs batailles rangées contre 3 millions d'ennemis, dont il a tué 1 million et fait autant de prisonniers. Mais pour conquérir l'opinion romaine, César doit encore répondre aux critiques du Sénat sur sa conduite. Il se justifie à travers l'écriture et la publication de ses commentaires sur la guerre des Gaules. Il annonce la construction d'un nouveau forum, financé par le butin des Gaules, sur lequel sera érigé le temple de Vénus dont il est supposé descendre. Et ça marche. Ça marche, mais ça va quand même être un peu plus difficile que prévu. César aura ce qu'il veut, mais il va devoir encore pas mal lutter pour ça, et il n'en profitera pas. À Rome, c'est entendu, c'est la star. Mais personne n'ignore que son but est d'abattre son ancien copain Pompée, qui depuis la mort de Julia s'est rapproché des conservateurs. Conscient des aspirations de César, c'est la guerre civile. Elle va durer 4 ans. Ce fut, écrit Plutarque, comme si la guerre trouvait désormais les portes toutes grandes pour s'engouffrer et sur terre et sur mer. Comme si César, en même temps que les limites de sa province, avait violé toutes les lois de l'État. On eût dit que ce n'était pas seulement, comme dans les autres guerres, des hommes et des femmes qu'on voyait courir, éperdus, à travers toute l'Italie, mais que les villes elles-mêmes se levaient pour s'enfuir les unes à travers les autres, et Rome, comme inondée par ces flots de réfugiés venus de tous les environs, incapable d'écouter aucune autorité, ni de se laisser raisonner, au milieu de cette agitation et de cette tempête violente, fut à 2 doigts de se détruire elle-même. Combien de morts va faire la guerre civile? Aucune idée. Malgré avoir épuisé les livres d'histoire et les chroniques, je n'ai pas trouvé de chiffres. Mais c'est seulement en octobre 45 que celle-ci est achevée, que César peut enfin triompher à Rome, en exhibant ce qui reste de Vercingétorix après 6 ans de détention et en l'exécutant publiquement. Les citoyens de Rome font alors une grande fête. Mais il l'a exécuté comment? C'est une genre de corde Ah oui, c'est une corde que tu tires et ok. Exhibant ce qui reste de Vercingétorix après 6 ans de détention
et en l'exécutant publiquement. Les citoyens de Rome font alors une grande fête autour d'un cadavre. César est désormais maître du monde, empereur et dictateur perpétuel de Rome. Il fait recenser la population urbaine par les propriétaires des immeubles qui doivent déclarer leurs locataires. Cela permet de ramener de 320 000 à 150 000 les bénéficiaires de distribution gratuite de blé. Il installe 80 000 pauvres dans les nouvelles colonies, dont Carthage et Corinthe. César transforme le calendrier romain pour que la durée moyenne de l'année soit exactement de 365 jours un quart. Il donne alors son nom de famille au calendrier, Julien, et renomme le mois de Quintilis de son propre nom de famille, Julius. On le traverse encore aujourd'hui sous le nom de juillet. De même que nous continuons à utiliser l'alphabet latin, nous vivons toujours dans la découpe du temps décidée par César, qui continue à nous administrer depuis sa mort. César est désormais maître du monde, empereur et dictateur perpétuel de Rome, une perpétuité qui durera 6 mois. César reçoit le droit de porter les emblèmes du triomphe, la robe pourpre et la couronne de laurier, à titre permanent, et obtient du Sénat un pouvoir illimité. Il décide alors également de le réformer, nommant lui-même les magistrats. Obtenir un titre, un avantage ou une faveur dépend désormais de son approbation. Putain, miskin hein, quand même, il a fait tout ça pour être célèbre, connu et adoré chez lui, et il aura duré 6 mois, quoi. Comme quoi, dans le panier de crabe, bon, c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Il fallait peut-être faire profit de bas, en fait. Il désigne Marc-Antoine comme consul et Brutus et Cassius comme préteurs. Cassius est déçu. Il espérait le consulat et il commence à comploter. Il regroupe alors une coterie d'opposants. Ouais, full grid. Mêlant 2 grandes tendances. Ceux qui, comme lui, espéraient davantage de pouvoir et ceux qui n'acceptent pas l'instauration de la tyrannie, comme Brutus, qui est un républicain honnête. Les rumeurs de complot parviennent à César et celui-ci les néglige et en plaisante. Il n'écoute plus personne. Même pas les devins, qu'il n'a d'ailleurs jamais écoutés, même pas la ruspice Purina, qui lui dit de se méfier des ides de Mars, ce jour festif situé au milieu du mois. Il néglige les présages, même le cauchemar de son épouse Calpurnia, dans la nuit du 14, qui a la vision de son mari percé de coups. Et le 15 mars 44, il pénètre dans la curie et chambre Spurina en lui disant que les ides de Mars sont venus sans qu'il lui arrive quoi que ce soit. À quoi la ruspice répond que les ides sont bien arrivés, mais non point passés. Soudain, les conjurés encerclent César. Ah oui. Celui-ci reçoit alors 23 coups de poignard. Le dernier vient de Brutus. Les derniers mots de César auraient... Putain, en fait, c'est François Ruffin. Poignard. Le dernier vient de Brutus. C'est vrai que c'est un peu François Ruffin, le Brutus. Les derniers mots de César auraient été pour lui, en grec et non en latin, « Toi aussi, mon fils ». Ça y est, César est tué. Allez, ciao. Mépris fin. Ni aux États-Unis, ni en Russie, ni en France, ni ailleurs. César s'est tout d'abord réincarné dans son neveu et fils adoptif, Octave renommé Auguste, et ensuite tout le long de l'Empire. Tous les chefs d'État, d'Auguste à Macron, en passant par les rois, les empereurs, les présidents, les papes, les chefs d'entreprise, jusqu'à Mark Zuckerberg, dont le premier programme informatique était un jeu imité de risque, où le joueur unique affrontait l'imbattable César. Tous s'identifieront aux vainqueurs de la guerre des Gaules. Et ils attendront de notre part une admiration pour César, qui légitimerait en retour leur pulsion tyrannique. On considère généralement que l'apparition du christianisme a signé la fin de celui-ci. C'est exactement l'inverse. Au Prochain épisode sur le christianisme ? IVe siècle, au moment où il commence en apparence à décliner, l'Empire romain trouve une nouvelle jeunesse avec la conversion de l'empereur Constantin. L'Église chrétienne, et plus particulièrement le catholicisme romain et son souverain pontife, ont transposé dans un univers spirituel le culte profane de l'empereur. Sur Constantin. Leur dieu ne sera qu'un super César, un dictateur perpétuel jouant avec ses soldats le chaud et le froid, l'autoritarisme et la licence, mais surtout autorisant les pires massacres lorsqu'ils seront réalisés pour sa plus grande gloire. Et tous les hommes de pouvoir s'inspireront de César. Les rois de France s'inspireront de César. Les empereurs s'inspireront de César. Les dictateurs s'inspireront de César. Les présidents américains s'inspireront de César. César donnera le terme de Kaiser en allemand et de Tsar en russe. Mais si ce qu'on a appelé le christianisme a été la composante principale de sa continuation sur les corps comme dans les âmes, la parole de Jésus, prononcée par un homme ou un dieu né à Nazareth
ayant vécu sous les règnes d'Auguste et de Tibère, a inspiré tous ceux qui ont combattu les formes successives prises par la prison romaine, de Caligula à nos jours. Et si la France a consolidé son identité de fille aînée de l'Église à travers ces massacres perpétrés au nom d'un bien particulièrement discutable, elle a également été le théâtre de révoltes et de soulèvements qui sont la marque des véritables continuateurs de Jésus, ceux que l'Église appellera gnostiques, manichéens, cathares. Ah, voilà, on y est. Voilà. Mais qui se nommèrent eux-mêmes et qu'à leur exemple nous nommerons désormais les 100 rois. Les 100 rois. Un nom qui renvoie à une politique et une spiritualité indissociables d'un combat contre toutes les formes spirituelles et politiques imposées d'en haut. Un nom indissociable d'un combat contre le pouvoir, d'un combat contre Rome et toutes les formes d'oppression et de domination. Un combat contre l'Empire qui, comme l'Empire lui-même, n'a jamais pris fin. Voilà, c'est la fin du premier épisode Ah, mais j'ai hâte qu'il parle de ça. de L'Empire n'a jamais pris fin, notre nouveau programme.